Alors comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui, à la veille du festival? Et là, je me sens impatient. Voilà, je suis impatient, j'ai envie d'en découdre. Curieux, fébrile, inquiet. C'est ma première mise en scène, ma première pièce, donc je suis un peu, voilà, je suis un peu stressé par ce premier Avignon parce que je découvre. J'ai peur, je vous l'avoue, j'ai peur. Bon, c'est un peu stressant un petit peu, mais bon, on a beaucoup moins de stress que ceux qui sont sur les planches quand même. C'est la partie la plus stressante. Puis une fois que ça aura démarré et qu'on sera sûr que tout va bien, on pourra se détendre un peu. En général, ça va vite, mais c'est difficile les premiers jours, mais on s'habitue vite parce que c'est pas trop stressant en tout cas. Je crois qu'il est temps de laisser parler les enfants du désordre. Voilà. Il peut y avoir des petites tensions des fois entre les compagnies parce que il y en a qui vont peut-être déborder de leur créneau horaire et donc du coup il faut évidemment faire tampon et rassurer tout le monde pour faire en sorte que chaque spectacle débute à la bonne heure, etc. Épuisé. Je dis pas les horaires parce qu'après on va se faire contrôler, mais voilà. Donc épuisé. Et en même temps soulagé parce que ça y est, tout le monde est installé, donc ça roule, entre guillemets. Et après, quand on va commencer à jouer, là, ça va être que du plaisir. Avec quand même quelques indicateurs là, très très concrets qui laissent à penser que cette édition va se dérouler au mieux, ne serait-ce qu'en termes de fréquentation. Hein, on sent que le public a envie de revenir. Oui, on a vécu des années, enfin 2 ans très particuliers. Et la période qui suit est encore particulière et différente parce qu'il y a des conséquences là aujourd'hui qu'on mesure qui sont pas très simples à gérer. Le repli sur soi, le fait de perdre le rapport avec le public, même si on a tenté d'entretenir des choses par d'autres moyens que la présence au spectacle. Dans le lieu, on a débordé d'activités parce qu'on est là aussi pour soutenir les compagnies qui étaient présentes et doublement présentes dans le lieu pour des résidences, des répétitions et tout un tas de soutien. Cette trop fameuse période de Covid que nous avons tous traversée, peut-être que le qualificatif qui me vient en premier, c'est la douleur. La douleur de ne plus avoir ce contact avec les gens, de se retrouver refermé sur soi-même, dans une espèce de ghettoisation, chacun étant chez lui. Même si on a vu et entendu des actes de solidarité extraordinaires. Parce que le spectacle vivant, qui dit spectacle et qui dit vivant, c'est évident, ce qui compte en premier lieu, c'est cette relation aux autres. 2020 catastrophique, il a fallu colmater les brèches quand un bateau prend l'eau, quoi. Donc il a fallu d'abord boucher les affaires, s'assurer que le bateau allait pouvoir continuer à flotter et surtout atteindre les rives d'après, 2021 et puis aujourd'hui. Donc ça a été quelques mois pas simples, mais où là j'ai dû me servir de ma compétence de chef d'entreprise dans la crise. J'ai vécu 12 ans avec un groupe de presse, autant dire que la crise c'était tous les mois. Donc une petite crise d'une année tous les 10 ans dans le théâtre, je maîtrisais assez bien. Et après, on a continué d'œuvrer. C'est vrai que notre force à l'année, c'est d'être un lieu d'accueil de résidence de création. On a 40 semaines de résidence tous les ans et qu'on n'était pas trop ennuyé après le premier confinement. On n'était pas trop ennuyé au niveau du droit du travail. C'est-à-dire que les compagnies pouvaient pas venir travailler. Donc je dirais qu'on a assuré, on était sur le pont. On a permis aux compagnies de continuer à produire, de continuer à créer, sans savoir vers où était la prochaine arrivée, quand est-ce qu'elles pourraient à nouveau se remettre à jouer, diffuser et pouvoir rencontrer des publics. Mais en tout cas, on a été là pour leur permettre d'avoir du temps de plateau et du temps de création. Si la porte est bien ouverte en bas, vous allez sentir un petit
une circulation d'air qui est agréable. Bon, ça marche. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de décors hein, cette année. Cette année, c'est naze. Édition 2021, moi je m'en suis très bien sorti. On s'est battu à l'époque, le préfet, l'ancienne présidence du HUF nous expliquait qu'on ne pouvait pas faire plus de 5 ou 6 créneaux. Je me suis battu avec la DRAC et le préfet en disant qu'on exigeait une liberté de résultat, ce qui était normal. En l'occurrence, la question c'était de bien ventiler les salles, mais on avait le droit à la liberté de moyens. Ce qu'on a fait, on a installé des extracteurs d'air. J'ai donc pu faire 8 créneaux dans ma salle, ce qui ne me faisait pas perdre d'argent après une année blanche l'année d'avant. Donc je dirais que l'année 21, un peu en demi-teinte sur la fréquentation de pro et de public, mais en tout cas, nous, on a déjà remis la machine en route à ce moment-là. Je pourrais dire que le 2021 a été une sorte de redémarrage. On l'a ressenti comme un redémarrage de l'activité hein, par rapport évidemment à l'année de l'annulation. Et le 2022, on a l'impression que, en tout cas moi j'ai l'impression que ça y est, on y est, on retrouve le public. Au niveau des accréditations pro, il y en a plus qu'en 2019. Donc ça signifie quand même que les pros reviennent massivement au festival. Il y a un nouveau besoin de refaire de la programmation et de remplir du programme, quoi. Et si on en croit la grande difficulté qu'il y a à trouver de l'hébergement, je pense que la ville a fait le plein en termes de location de public potentiel. Effectivement, ça frémit de tous les côtés. On sent que tout le monde a envie, et nous avons envie, à la fois de se risquer avec ces nouvelles créations, parce qu'on aime proposer au public essentiellement des créations, et puis évidemment on a envie, c'est notre ADN, de retrouver les gens, de retrouver le public, et de se confronter, et de discuter, de se dire ça j'ai aimé, ça j'ai adoré, ça j'ai détesté, pourquoi vous avez détesté, etc. Mais tout ça ne se fait pas dans un climat de haine ou de... Ça se fait dans un climat comme ça de fébrilité et d'envie d'eux. Là, ça va si je me mets comme ça? Si c'est bon pour toi? Moi ça va, ça te plaît pas. D'accord. Et t'as pas... Et la sortie son, tu l'as compris, c'est bon, je me suis mis. donc elle est là. Ok, c'est parfait. Là pour voir si tu as du son déjà. Là en 2022, on a du monde au plateau, j'ai 3 stagiaires sur scène pour accueillir les gros décors. Enfin, là on est dans une logique ambitieuse d'accueillir des belles formes, et on n'a pas resserré aux entournures le budget, on a mis l'argent qu'il fallait pour bien accueillir les compagnies. Mon Dieu, qu'est-ce qu'un directeur de théâtre? Diriger un lieu, c'est à la fois être responsable de soi-même par rapport à mes propres créations, mes propres rêves, mes propres utopies que j'ai dans la tête, découvrir des auteurs, découvrir de nouvelles manières d'exercer le théâtre, de faire le théâtre, et en même temps d'être assez ouvert pour aller regarder par les chemins de traverse, dialoguer avec d'autres artistes et les inviter à dialoguer avec moi-même. C'est ce que je préfère, c'est que dans ce lieu, il y ait un dialogue qui s'instaure avec l'ensemble des artistes et techniciens et compagnies qui sont invités ici. Alors, il doit avoir, comment on appelle ça, un syndrome de personnalité multiple. Donc, c'est un petit peu à peu près 10 vies en une en 24 heures. Quoi. Parce que la question que je me pose, c'est parce que vous voulez payer en un mandat une seule fois, c'est ça? Là pour lui, je reviens ça marche. vraiment. On fait ça. Mais c'est compliqué de pas y aller. Ouais, c'est bien. Mais... Comment ça se passe? Il y en a un qui a presque la même voix, c'est pas lequel c'est. Bon, ça m'a l'air costaud quand même. Ils ont regardé la salle, ils se sont dit si ça leur semblait bon par rapport au volume de la salle. C'est beaucoup de métiers, mais c'est en même temps énormément d'excitation. Parce que c'est le moment aussi, tout ça, c'est le back-office, et en plus, ça regarde personne en fait. C'est normal. C'est notre charte de travail, c'est pour ça qu'on est là. Il y a nécessité d'être un peu gestionnaire hein, pour diriger un lieu. Diriger, c'est gérer une équipe, c'est gérer de l'argent, c'est gérer tout un tas de choses pour que justement on construise
des bases solides pour avancer avec les artistes, pour avancer avec nos propres créations. Mais je pense que ça ne peut se faire de manière intéressante que si on a une capacité quand même à arriver et à prendre des risques. Par contre, le vrai plaisir de directeur de salle à Avignon, quand on a fait sa programmation, quand on l'a pensé, quand on l'a voulu, quand on a, moi j'ai regardé, je crois, 250, 300 spectacles pour arriver à faire les 28 spectacles de Métropole. C'est tout à coup le moment un petit peu comme pour les compagnies, c'est-à-dire est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que ces spectacles vont rencontrer le public? Il y en a qui sont déjà costauds, qui vont faire plein d'entrées, on sait que ça va aller. Et puis on a un peu peur pour le petit dernier qui est un peu fragile, qui est un peu chétif, qui est tout jeune, qui va peut-être avoir du mal à trouver ses publics, qui va peut-être faire 5 spectateurs par jour parce qu'il ne trouve pas sa place. Et voilà, comme un père avec ses enfants, on est un peu sur une vision de tout ça en disant, on a un petit pincement en disant est-ce que ça va le faire. Quand on est à un théâtre permanent d'Avignon, en termes de commission de sécurité, c'est-à-dire quand on n'est plus qu'un théâtre, on ne peut pas faire d'autres activités à l'année parce que le théâtre est transformé de façon pérenne en salle de spectacle, il y a deux modèles économiques. Il y a le modèle économique des lieux qui sont très subventionnés, donc qui du coup ont une mission, ont un cahier des charges par rapport à cette subvention et qui tournent sur l'économie de cette subvention. Et puis il y en a qui ont très peu de subventions ou pas du tout et qui ont intérêt à rester fermés. On a la chance d'être soutenu et de dialoguer avec la ville d'Avignon, le département de Vaucluse, la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, on dira les deux, et non plus PACA, et la direction régionale des affaires culturelles, donc le ministère de la Culture. Et voilà, pour mener un certain nombre d'actions, outre la création, à l'année. Moi, je suis arrivé il y a 4-5 ans, en tout cas j'ai ouvert à partir de septembre 2015 le Théâtre de Loul aux Résidences en me disant il n'était pas possible qu'un lieu qui, grâce au mois de juillet, a assumé toutes ses charges en un mois, ne fasse pas œuvre de service public en se tournant vers les compagnies. Donc je remets de l'argent de l'été dans l'année pour que ça fonctionne. Je commence à avoir une toute petite subvention, elle est très légère, mais voilà. En tout cas, il me semble que c'est un peu la moindre des choses que les théâtres d'Avignon qui, l'été, ont bien fonctionné, soient un peu en soutien de la création à l'année. L'argent, c'est l'argent. Ça permet, mais c'est là que pour permettre. Ça n'est pas une fin en soi. Exactement. Sur la construction de la programmation, c'est un exercice délicat parce que on disait tout à l'heure qu'on prenait beaucoup de risques, y compris en programmant des spectacles que nous n'avons pas vus. Au Théâtre des Halles, on ne programme pas que des valeurs sûres qui vont remplir des salles. Hein, mais on tient compte quand même de certains paramètres pour voilà, être sûr de... Alors, c'est des gros mots, hein, mais d'équilibrer notre budget à la fin. Notre objectif pendant le festival, c'est de ne pas perdre d'argent. Et là, c'est gagné. L'idéal, c'est zéro. Arriver à équilibrer les budgets. Voilà, donc à partir de là, effectivement, on peut se permettre. On prend beaucoup de risques. Quand j'ai fait l'acquisition du Théâtre de Loul, j'ai compris très vite la première année qu'une salle, elle dictait sa loi aussi. Je suis arrivé en me disant, toujours on est à côté des murs, je vais arriver, je vais faire ça. Puis on prend une salle comme Loul, 200 places, un très grand plateau. Et je me suis dit non, cette salle, elle me dit déjà des choses. Parce qu'elle a d'abord une histoire, elle a une histoire de programmation. Et ce qu'elle permet de faire guide un peu la façon dont je vais programmer. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai trouvé un équilibre avec le Théâtre de Loul qui fait que je programme ce que je veux, mais en tenant compte de sa contrainte qui est une contrainte positive. Là, c'est un grand plateau, on peut y faire des choses avec beaucoup de monde au plateau, des gros décors. Donc je dirais que Loul, je la programme comme une scène nationale, c'est-à-dire j'essaie d'être un peu dans la transdisciplinarité. À l'année, j'accueille en résidence des circassiens, de la danse, du théâtre et des textes contemporains et textes classiques.
Je dirais que Loul, l'été, c'est ça. Ça rend compte de cette diversité, de cette transdisciplinarité. Et le point commun, je dirais que c'est j'essaie de conjuguer l'excellence du théâtre public et du théâtre privé. Je regarde pas, je suis pas dans cette guéguerre théâtre public qui me paraît complètement aberrante, mais je cherche plutôt une espèce d'excellence, de prise de risque au plateau avec beaucoup de monde, avec du décor. Voilà. Ça, c'est Loul, c'est particulier. C'est une grande scène repérée d'Avignon. Elle existait avant moi. Donc voilà, j'ai dû pactiser avec cette salle parce qu'elle avait une histoire. Les deux autres, c'est moi qui les ai créés. Elles n'existaient pas, je les ai prises en main dès leur naissance. Salle Thomasy, donc qui est une 110 places, et la chapelle des Antonins qui est un 49 places. Je les ai vraiment dédiés aux écritures contemporaines, pour le coup, qui est quand même mon appétence. J'ai envie, moi, de soutenir les textes contemporains et les textes contemporains qui parlent de sujets sociétaux plutôt que d'histoires de couple ou de crise de la quarantaine d'un homme blanc fatigué, ça m'intéresse moins. Donc c'est vrai qu'avec ces deux salles-là, qui étaient une copie blanche, j'ai pu très vite imprimer ma patte, de se dire je pars en éclaireur, j'essaye de repérer des spectacles que personne n'a encore vu venir, des compagnies dont personne n'a encore perçu la pertinence, et là on s'engage. On n'a pas à passer par 150 chiffres. Donc voilà. La place d'Avignon de l'écosystème théâtral, si on prend Avignon par le prisme du off, c'est 25% des spectacles qui se vendent en France se vendent à l'occasion du festival off. Donc autant dire que c'est la plus grande place de marché, il ne faut pas en rougir. Le festival de Cannes a son marché du film qui est concomitant au festival de Cannes. Le off est devenu le marché du spectacle vivant et c'est très bien parce que cette année, sur 1500 spectacles, il y a presque 1000 créations. C'est une proposition incroyable d'avoir 1000 créations qui sont sur leur première année d'exploitation, qui se sont encore quasiment pas montrées, à part à l'occasion du off. Donc c'est quelque chose qu'il faut assumer et pas honteusement, il faut le revendiquer. Avignon, dans une espèce de mythologie, effectivement, représente un endroit, l'endroit du théâtre, l'endroit du spectacle vivant, l'endroit où il faut aller pour vivre avec les gens de théâtre et en même temps rencontrer un public ou des publics et aussi des programmateurs. 1600 spectacles, une sorte de concurrence qui s'établit, même si on a beaucoup de générosité vis-à-vis des autres, beaucoup de respect. Il y a quand même une concurrence qui s'établit là. Et puis, petit à petit, il y a aussi cette notion, c'est pas négatif de ce que je veux dire, notion de marché qui s'est greffée autour de ce festival. Pour moi, c'est négatif. Oui, mais cette notion de marché. Bon, elle est là, elle est là. Il faut en tenir compte. Elle n'est pas saine. Donc, du mythe, le mythe, la réputation qui a grandi, qui a grossi, et puis la réalité qui est beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus complexe et difficile pour les artistes. Mais à côté de ça, je crois qu'Avignon a tout à faire dans l'écosystème du théâtre vivant. C'est un dispositif que je porte depuis quelques années. On est quelques-uns à se structurer autour de la FSC et à porter cette idée, c'est qu'Avignon a vocation à devenir la cité du théâtre, une sorte de Victorine ou un Hollywood, si on a envie de faire les malins, un Hollywood du théâtre qui ferait que 30 à 40 plateaux à l'année accueillent des résidences de toute la France et peut-être même d'au-delà, que tous les métiers du théâtre, de l'art vivant se mettent en filière autour décors, costumes, son, vidéo, producteurs, parce qu'il y aurait en permanence 30 à 40 spectacles en train de se fabriquer à Avignon. Et tout ça, on part de zéro. C'est une friche. Donc j'ai appelé ça un incubateur d'art vivant, parce que des fois, moi j'ai un langage qui va plus du monde de l'entrepreneuriat et de la start-up, mais c'est pas honteux. En tout cas, ça, tout reste à faire. Donc on va se battre dans les années qui viennent pour que ça devienne la spécificité d'Avignon. C'est d'autant plus, à mon avis, facile à faire que le fond de l'investissement est fait. Il y a à Avignon plus d'une trentaine de lieux qui sont de manière pérenne équipés en théâtre, qui sont en hors de marche, qui ont un parc machine qui tourne, qui ont un plateau de 8 mètres d'ouverture par 6 mètres de profondeur et plus de 4 mètres de hauteur de plafond. Donc on peut commencer à faire un beau boulot. Il faut juste, je dirais, c'est la belle en bois dormant, maintenant il faut venir l'embrasser.
Je ne sais pas si on prépare Avignon différemment des autres tournées qu'on a pu avoir. Parce que pour le coup, là, on a fait un spectacle un peu tout-terrain qui s'inscrit dans différents espaces. Et le principe, effectivement, est de trouver à chaque fois, comment dire, la lumière juste, le son juste de chaque espace. Donc il est un peu fait pour ça, ce spectacle. Donc je ne sais pas si on prépare plus Avignon qu'on ne prépare finalement l'ensemble de la tournée qui va se faire, aussi bien les États-Unis derrière que, voilà, que l'ensemble des restes de théâtre de France. Je préfère te montrer parce que je sais qu'au chapeau rouge, on a le souci du détail. Alors, il est donc noir. Ah bah c'est mieux. Ah bah c'est mieux. Il est plus discret. Et c'est plus discret en plus. Ça se prépare, je dirais, en termes de logistique, en termes de voyage, d'infrastructure. Il y a l'équipe qui doit venir, tout ça. Enfin, ça se prépare à l'avance. Oui, vous avez vachement préparé. L'implantation du spectacle, la communication avant un peu d'arriver. La lumière, le son, tout ça, ça se prépare toute l'année en fait. Oui, on a commencé tôt aussi à trouver des personnes pour faire de l'affichage. Voilà, il y a une personne qui s'occupe de la presse. On a essayé de faire quelque chose d'important dans l'organisation et un peu ambitieux quoi. Au fait, Olivier, bonne nouvelle, tu n'auras plus besoin de couper la basse au début. Bonjour. Hey, Robin. Bonjour. Comment ça va? Super. Ça va des siètes? Ouais, cool. Je me suis baigné dans la mer. À Marseille? À Marseille. Aussi se préparer un peu mentalement à la régularité, de jouer tous les jours, sur une quand même assez longue période. Essayer de se préparer mentalement, le corps, l'esprit, à être ouvert à cette espèce de... Il y a quand même une petite fièvre ici, hein, à Avignon. C'est une espèce de préparation aussi mentale, d'être prêt, disponible, régulier. Je crois qu'on a une chance incroyable en fait d'être au Théâtre des Halles. Parce que le Théâtre des Halles est un des seuls théâtres, pas l'unique, mais en tout cas un des seuls théâtres qui ne fait pas de garage. C'est-à-dire, en fait, il fait une programmation et nous partageons les recettes. Si bien que pour les compagnies, ça reste quand même un avantage considérable à l'échelle économique. Voilà, parce que sinon, Avignon est très coûteux. En tout cas, le Théâtre des Halles fait un travail qui nous convient et nous met à un endroit assez passionnant. Voilà, de la programmation, de l'échange et Alain Timard et toute son équipe et Alexandra, comment dire, non seulement nous accueillent, mais on voit bien que ce théâtre, il fonctionne à l'année. Donc il a cette qualité en fait d'un théâtre qui sait fonctionner. Voilà. Choisir des artistes, choisir des spectacles pour la période très singulière du festival, c'est au fond prendre beaucoup de responsabilités et les assumer. Mais le choix est avant tout artistique. Qu'il s'agisse du festival ou de l'année, quelque chose qui retient notre attention. Et après, on va aller fouiller sur des aspects organisationnels, sur des aspects budgétaires, etc., en mettant en garde parfois des compagnies qui ne sont pas aguerries au festival. Et puis voilà, faire un bonhomme de chemin avec elles pour évaluer aussi la faisabilité d'un Avignon qui soit constructif pour la suite. Ouais, bah, si tu avances. Mais vous savez, je peux pas, cette position-là, c'est impossible pour moi de la faire. On se la donne dans l'idéal. 5 cm. Vous l'avez pas, c'est pas un drame. Ouais. C'est à la limite, toi tu peux pas me pousser, mais. Toi, j'y vais, tu sens que t'es pris là ou pas? Oui. Pour préparer Avignon cette année, ça a été un peu particulier pour ce projet, pour notre compagnie, pour ce spectacle, parce qu'il se trouve qu'on a remporté un festival. Et ce festival, il nous a permis de venir ici. Il était dirigé par Laurent Rochu, le directeur de la Factory, et donc on a été invités. Donc tout s'est accéléré très très vite pour nous, mais il n'empêche qu'on a été obligé quand même de le préparer de manière économique aussi, parce que c'est pas parce qu'on nous invite et qu'on se dit finalement on paye pas le créneau du théâtre ni le logement, donc c'est énorme, mais c'est pas tout. Financièrement, ça soulage un peu la compagnie, mais on s'est retrouvé obligé de faire en 3 mois ce qu'on avait prévu de faire en 1 an.
Donc ça a contribué aussi à mettre un peu la pression et au final c'est bien parce que ça force à faire les choses et on a réussi à bien travailler, mais ça aurait pu nous conduire à être un peu précipité, quoi. C'était bien, vraiment, comme je disais à JB, il y a des points d'attention à avoir, mais globalement, tout ce que vous avez fait hier, c'était très chouette. Mais on ne se laisse jamais désarçonner par ce qui se passe, ça joue en fait tout le temps. Vous êtes tellement ancré, vous êtes tellement entier, vous êtes tellement dedans qu'en fait tout joue. On est beaucoup de directeurs de théâtre à dissuader beaucoup plus de compagnies de faire le off que de le faire. Moi, quand une compagnie m'appelle pour faire le off, une fois que j'ai commencé à adhérer au projet artistique, c'est, je dirais, une espèce d'entonnoir de questions où à chaque fois, si ça passe au rouge, je leur dis mais faites pas Avignon. Donc une compagnie qui m'expliquerait qu'elle vient faire tapis à Avignon en disant on a rassemblé tout ce qui nous reste, on le met sur le rouge, si c'est le noir qui sort, on est mort, premier feu rouge, ne faites surtout pas Avignon. Deuxième fil qui est un peu plus touchy, des fois c'est des sujets. Des fois je leur dis, vous savez, avec ce sujet-là, avec la perception que j'ai aujourd'hui du marché des programmateurs, ça va être compliqué, ça va être dur. Alors vous battre pour arriver à peut-être faire 5-10 ventes. Vous en avez conscience ou pas? C'est pas un feu rouge, mais qu'on n'ait pas qu'on soit d'accord sur le contrat artistique, que j'ai conscience de la difficulté de leur spectacle et que je n'aurais pas menti là-dessus. Et enfin, là, c'est, je dirais, le feu rouge le plus important, ça j'ai gardé pour la fin, c'est la diffusion. Je les challenge beaucoup sur qui fait leur diff, est-ce qu'ils la font en interne ou pas. S'ils la font en interne, la personne qui fait la diff parce qu'elle a du réseau. Voilà. Parce que honnêtement, faire Avignon avec un chargé de diff qui n'a pas compris, non pas qu'est-ce que c'est que de faire la diff, c'est passer des coups de fil à une liste avec Excel, non. Être un bon chargé de diff du off, pour moi, c'est être un chargé de diff qui est capable d'aller chercher dans les 3000 peut-être salles de spectacle accréditées dans le off, les 100, 150 qui vont être particulièrement sensibles à ce spectacle-là, à cette écriture-là, à cette prise de parole et à cet engagement-là. Et ça, c'est super important. Et d'évidence, quand une compagnie me dit non, ouais, on dit qu'on va se débrouiller, je dis, vous allez tout perdre. Oui, vous allez avoir fait Avignon, vous ferez une date, 2 dates, je vous préviens. Et je crois que c'est vraiment une de nos obligations, un de nos cahiers des charges du directeur d'un lieu du Festival Off. Et c'est là où on a vraiment un rôle important à jouer, je crois. Ok, on y va ? On a préparé artistiquement Avignon en faisant un travail de coupe, de remaniement du spectacle par rapport à ce qui était notre spectacle au départ à la création, qui était plus long. Par exemple, c'est une première contrainte. Il a fallu faire des coupes. C'est pas forcément négatif. Parfois, les coupes, elles sont bénéfiques. Et parfois, c'est un arrache-cœur. Donc ça a été en concertation avec nous, mais beaucoup la tâche de Julie parce qu'elle est autrice. Ça fait des mois que je suis dedans en tant que directrice de la compagnie. Je prépare artistiquement, techniquement, au niveau des équipes, au niveau de l'organisation avec le théâtre. Mes régisseurs retravaillent le décor. Mon régisseur a fait plusieurs fois l'aller-retour à Avignon pour voir comment le décor pouvait s'insérer dans le théâtre. Et il a adapté, il a fait une vraie adaptation du décor pour le théâtre, ainsi qu'une adaptation des lumières. Et moi, c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il fallait que je trouve des tracteuses, que je les forme, trouver où on allait habiter. C'est compliqué, c'est une question difficile. Voilà, faire énormément de budget, chercher des sous auprès de mécènes, parce que pour Avignon, on a très peu de subventions, hein, c'est pas très peu de subventions publiques, donc il faut bien trouver des sous quelque part. Donc c'est vraiment à tous les niveaux, et ça se prépare pendant des mois et des mois et des mois, et ça fait 1 an qu'on est dessus à peu près. Et voilà. Ça va dans le chariot. Ah, dans le chariot. Je t'aime. Vas-y, chante, Marcel, chante. Chante. Je vous aime. Vas-y, dis-leur. Eh bien, fais-toi plaisir. Vas-y. Non, je crois que l'intérêt d'être à Avignon aujourd'hui, finalement, c'est toujours de faire connaître son travail. Parce que c'est une sorte de carrefour, aussi bien des programmateurs nationaux et internationaux. Et chacun peut peut-être y trouver en fait le théâtre ou les théâtres qui vont convenir au spectacle qu'on produit.
Non, mais de toute façon, c'est tout. De toute façon, c'est tout. Voilà. Merci Tu Yann. m'as pas sorti mon exemple. Super, tu peux en sortir une deuxième. C'est vraiment une rencontre avec le public. C'est-à-dire que voilà, moi si je fais ce métier, c'est aussi pour être dans l'échange et dans le partage. Et là, il y a un rapport privilégié avec les spectateurs. On parle beaucoup du tractage. Des fois, c'est sûr que ça peut être ennuyeux pour les spectateurs qui sont assaillis de tract, mais ça crée quand même quelque chose. Il y a un vrai lien qui se crée. Nous, le but du jeu, c'est de jouer et de le montrer au plus de gens possible. Et pour montrer un spectacle, par exemple, à Paris, bah, il faut des fonds, en fait. Il faut être produit. Pour être produit, il faut avoir un bon spectacle. Pour avoir un bon spectacle, il faut être vu, parce que personne ne le sait sinon. Et si on ne vient pas à Avignon, ben, on a beaucoup moins de chances d'être vu, d'être repéré et de jouer. Il faut penser qu'Avignon, c'est à la fois un festival et un marché. C'est un festival pour les spectateurs, c'est un marché pour les compagnies et les programmateurs. Donc en fait, on vient vraiment faire notre métier, pas seulement jouer pour les gens, mais vendre le spectacle. C'est notre gagne-pain. C'est tellement une réalité. Nos conditions de travail, elles dépendent de ça aussi. Oui. Nos conditions de diffusion dépendent de ça. La qualité, parfois aussi, de nos moyens. C'est-à-dire, je parle du décor, je parle de la scénographie, je parle du nombre de projecteurs, je parle du nombre de personnes sur place qui pourront nous aider à faire tout, le montage, le démontage. Enfin, tout ça, c'est une question d'argent. Donc, on ne peut pas du tout faire comme si ça n'existait pas. Ah, Céline, tu dois savoir peut-être, c'est à quelqu'un ça, peut-être c'est un décor d'avant. Le métier d'acteur, les métiers de spectacle font un peu rêver parce que c'est vrai que c'est des passions, on fait ce métier par passion. Il est tellement difficile ce métier qu'on a intérêt à le faire par passion. Mais c'est intéressant et important aussi qu'ils sachent que c'est un métier et que comme partout, on vient vendre ce qu'on a fabriqué, ce qui est terrible parce que l'art devrait rester une chose spirituelle, sensible, dans les airs, planant au-dessus du monde. En réalité, l'art est complètement ancré dans une économie, dans un monde concret. C'est aussi ça, nous, qu'on raconte sur scène parce qu'on fait des spectacles engagés dans le monde, donc qui prennent aussi cette donnée-là en compte. Alors, c'est vrai qu'à l'inverse des jeunes compagnies qui doivent absolument montrer le spectacle, le vendre et tout ça, nous on l'a déjà pas mal joué et tout ça. Alors, bon, moi, mon intérêt personnel, c'est de jouer. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est très différent. Moi, j'étais venue, quand j'avais 25 ans, j'avais mis en scène une pièce de théâtre avec 3 acteurs inconnus et tout ça. On était comme des fous pour attraper une date, faire une tournée, rembourser, bien sûr. Ce n'est pas du tout le même... moi, mon intérêt là est hyper luxueux. Il est jouer et continuer de faire partager ce texte magnifique et ce spectacle qu'on adore à des nouvelles personnes qui ne l'avaient pas vu, continuer de le faire entendre. Donc moi, c'est de jouer jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, mais la première raison, c'est celle-là. La première raison, je pense que c'est la diffusion d'un spectacle qu'on aime. C'est aussi ça. Roman nous le mettait chaque fois, donc c'est vraiment quelque chose. Et puis je trouve que c'est le texte d'Annie Ernaux, tout ça. Enfin, c'est le fait que ça circule, que ça soit vu par un public ici qui est très varié, qui est très ouvert, qui est chaque jour. Là, on voit vraiment des différences de réaction, même à l'intérieur de la salle. Tout le monde n'est pas unilatéralement riant sur un moment ou ému par un autre. Enfin, on sent qu'il y a une sorte de circulation d'émotions de public venu de plein d'endroits. Moi, je rajouterais juste un truc. Il y a aussi quelque chose de particulier à Avignon, c'est l'émulation. Il y a quelque chose. En fait, tu es un spectacle parmi tellement d'autres, et il y en a tellement qui sont bien, et ça te pousse à être encore meilleur, parce que si tu veux exister, il faut le mériter, et c'est assez fort aussi. Là, il est pris par ça. Oui. Là, il est pris encore. Non. Ouais. Ok. Je crois que c'est ça, voilà, de faire Avignon aujourd'hui. C'est quand même devenu un marché. Je crois que là, on ne va pas se cacher là-dessus. Je pense que voilà, il fallait peut-être un marché du théâtre, on en a un. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est sur la pensée d'un événement culturel, théâtral, est-ce que ça a encore la même portée qu'au moment de Jean Vilar, sur la découverte du théâtre et tout ça, j'en sais rien. J'ai pas suffisamment de chiffres pour répondre de manière intelligente, mais voilà, je vois que c'est un marché qui peut être plus ou moins respectueux, et c'est peut-être déjà pas mal en soi, non ?
fait la réflexion hier. Mais il était déjà comme ça hier. A priori, c'est pas normal, mais il était déjà comme ça. Sachant que je pense que c'est pas, je sais pas si c'est notre projet à la base. Pour moi, la difficulté, c'est d'arriver à ajuster son exigence et ses ambitions avec les conditions concrètes de montage technique, le temps de montage, le nombre de projecteurs auxquels tu as le droit. C'est-à-dire que tu arrives avec des grands rêves et une vision extraordinaire de ce que tu peux faire avec ce spectacle. Et puis tu te rends compte qu'en fait, il va falloir être beaucoup plus efficace, à garder l'exigence et en même temps sans faire des trucs qui sont impossibles à réaliser techniquement, quoi. Tout a recommencé avec cette incroyable soupçon de normalité qui suit les actions de ma vie. Ouais. Là, je me tourne et j'ai toujours un blanc. Est-ce que c'est pas trop long? Alors moi, la difficulté, c'est se loger avec un petit bébé. Parce que c'est pas évident pour les logeurs. Ils ne veulent pas avoir des petits bébés parce que ça pleure. Les équipes, en général, ma femme est dans une équipe là et pour le bien de l'équipe, et je l'entends et je le comprends, le bébé, donc il faut se loger ailleurs. Donc, et quand tu te loges ailleurs, tu te loges à tes frais parce que sinon tu n'avais qu'à pas avoir de bébé. Donc je me dis que c'est dur en fait. Pour moi, la difficulté, c'est de trouver aussi la fraîcheur dans l'investissement et dans l'énergie parce qu'on a quand même tous la chance de beaucoup travailler, on va dire de septembre à juin. Et logiquement, en juin, on pourrait se dire ok, là c'est le moment de souffler. Et Avignon demande une telle énergie que c'est presque comme si c'était une nouvelle saison qui commençait. Convoquer le plaisir, la fraîcheur, le dynamisme, c'est quelque chose qui pour moi, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire que les premiers jours, en arrivant, je me suis dit, oh là là, il va falloir y aller, quoi. Et puis après, comme tu disais tout à l'heure, il y a cette effervescence, donc tu es pris dans cette chose-là et tu es embarqué et au bout d'un moment, tu t'y penses plus et ça va tout seul. Il faut s'habituer à des changements très rapides, à l'installation du décor très rapide. On a dû modifier. Il y a des praticables sous les instruments pour qu'on puisse les enlever rapidement. Il y a quand même une sorte de... Mais là, c'est justement ce qui est fou, c'est qu'au bout de 3 fois, ça se fait déjà plus dans le stress du tout début. Même si on n'est pas dans les mêmes conditions que des jeunes compagnies dans des lieux moins équipés, ça c'est sûr. Alors moi, pour le coup, je goûte au privilège immense de l'absence de difficultés. Mais c'est vrai. Hein. Mais aussi parce que je les ai connus. Enfin, encore une fois, je dis, quand j'avais fait ma mise en scène ici au Théâtre Le Paris, où il y avait peut-être 12 spectacles dans la journée, je ne sais plus, c'était la folie, quoi. Et c'est vrai qu'on tenait énormément à notre spectacle, donc on tractait comme des malades. Je voyais mes comédiens dans des états de fatigue et de chaleur. Mais j'en suis pleinement consciente et à chaque fois que j'arrive ici, je me dis, waouh, c'est beau, quoi. Mais c'est beau aussi, j'ai adoré aussi quand j'avais 25 ans. Allez. Est-ce que c'est OK pour l'entrée publique? Est-ce qu'on peut faire un check son, s'il vous plaît? Il me manque du temps. C'est ma principale difficulté à Avignon, c'est d'être sur tous les fronts en même temps. C'est très difficile à la fois d'être avec les spectateurs qui ont envie de parler avec nous du spectacle, avec l'équipe qui a besoin de temps en temps de débriefer, d'améliorer certaines choses, avec les programmateurs, puisque voilà, on veut vraiment les solliciter, on veut qu'ils viennent nous voir. Avec soi-même aussi, se reposer pour pouvoir encore une fois tenir dans la durée. Le temps, c'est ce qui manque terriblement. C'est vrai qu'on est dans la précipitation avant et après le spectacle. Et c'est bête, mais c'est une autre organisation de notre concentration. Et il faut vraiment choper le truc, parce que sinon le spectacle en pâtit. Et ça, du coup, ça nous rend malheureux. Parce que, évidemment, ce qui nous fait plaisir, c'est de jouer le spectacle dans la meilleure qualité possible, vu les conditions dans lesquelles on joue. Ça reste la principale difficulté, c'est ces conditions de travail qui sont... on est compressé entre 2 autres spectacles qui ont leur temps à eux et on a fait beaucoup d'efforts pour ça, pour faire tenir le spectacle, le montage et le démontage dans un temps donné. Ça, c'est une grosse contrainte. C'est bon pour la couronne de fleurs là? Est-ce que tu peux me renvoyer le parc? Position gastro, s'il vous plaît. Donc quand ça découpe la chagnotte, la piste, tout ça.
on est oh là là, je vais dire de la palissade atroce, mais on est continuellement menacé par le repli sur soi, dû à la nouvelle manière de consommer de l'image, des spectacles, donc c'est une menace permanente et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est des îlots. Alors ici c'est plus qu'un îlot, mais de résistance folle et on verra après la fréquentation et tout ça, mais enfin le souhait pour l'avenir, c'est que ça continue à être des endroits où on dit ah non, nous ce qu'on veut c'est voir des spectacles en vrai, peut-être 5 dans la journée. Donc que cette émulation autour du spectacle vivant continue et résiste et perdure. Moi, mon souhait pour Avignon, mais c'est très utopique, mais ce serait que ce soit plus facile d'exister et d'émerger quand on n'est pas attendu et quand on n'est personne. C'est le jeu du festival, hein, et ça arrive. Et là, en l'occurrence, pour nous, les choses se passent plutôt bien. Mais putain, quand t'es pas attendu et quand personne te connaît... Il y a beaucoup à dire sur Avignon aussi, hein, c'est vrai. Il faudrait qu'on légifère sur des pratiques abusives, qu'on ait enfin légiféré. C'est difficile. Si on pouvait souhaiter que les théâtres soient un peu plus vertueux, ça je pense que quand même ça serait pas mal. Il y a un moment, et techniquement, et financièrement, et sur la qualité de l'accueil, il y a quand même du travail là-dessus. Hein. Voilà, moi je suis compagnie conventionnée depuis 20 ans. Enfin, c'est pas... Nous finalement, quand on va négocier, c'est pas trop un problème, on a un peu de poids. C'est des compagnies qui sont suffisamment lourdes, en tout cas pour entrer dans la négociation et dire à un théâtre, ben non en fait je viendrai pas. Aussi, voilà. Mais une jeune compagnie qui font des projets passionnants, ils n'ont pas la puissance de frappe. Donc du coup ils se retrouvent à négocier dans des conditions qui ne sont pas terribles. Et moi j'ai vu des spectacles formidables dans des conditions qui sont inacceptables. Inacceptables. Et quand en plus on connaît le prix du créneau, j'ai envie de dire, là, vous foutez de la gueule du monde, en fait, en vrai. J'ai peur aussi de trop de législation, parce qu'à ce moment-là, justement, ça ne permettra plus que des gens viennent comme ça, d'on ne sait où, montrer un spectacle. Mais un peu plus que, je sais pas, peut-être que l'organisation du festival, en lien avec les politiques, peut être un peu plus soucieuse que le festival off puisse perdurer. Avec certaines règles qu'il n'y a pas. Il faut que les compagnies se mettent toutes ensemble et s'accordent entre elles, et les théâtres aussi, et tous les gens qui participent à ce festival, pour imposer que les loyers des appartements dans lesquels nous vivons ne soient pas aussi élevés, que les loyers des théâtres dans lesquels nous allons ne soient pas aussi élevés. Je dis que les théâtres se mettent avec nous, hein, parce que si les loyers sont élevés, c'est aussi qu'ils ont des grosses contraintes de leur côté, etc. Il faut trouver le moyen que ce ne soit pas un coupe-gorge pour les compagnies qui sont obligées de venir, sinon les programmateurs ne voient pas leur spectacle, parce que les programmateurs se déplacent de moins en moins. On est en région et ils disent « Ah, je viendrai vous voir à Avignon ». Oui, donc viendrai vous voir à Avignon, donc ça veut dire qu'on fait ça avec de l'argent personnel ou privé, ou voilà. Et en fait, il faut absolument que les gens se rendent compte de ce hold-up dans lequel on est coincé. Après, notre spectacle marche, on est très heureux, ça va être une fête pour nous ce mois de juillet, mais il faut vraiment repenser le festival. Il y a peut-être autant de réponses qu'il y a de théâtre ou de situations ou de contextes, parce que le Festival d'Avignon, c'est quand même un truc à part, hein. Ça ressemble à rien d'autre ailleurs. C'est bon. Nous, par exemple, on a 2 salles en intérieur, on a un site en extérieur, on a des spectacles qui se passent dans d'autres sites. Donc chaque lieu a ses contraintes et ses particularités, ses difficultés. Pour bien faire, j'allais dire que c'est 1 an de préparation. Alors, je passe pas 1 an au téléphone à envoyer des mails avec un rythme de fou, mais il y a certaines compagnies que j'avais au téléphone déjà en septembre dernier, notamment pour caler les moments où ils peuvent venir, les moments des créations. Ici, au Théâtre des Halles, on a beaucoup de créations. Soit c'est des premières qui jouent au festival, soit elles ont joué un petit peu avant, puis elles viennent. Donc un spectacle qui vient d'être créé, on n'a pas encore toutes les informations. Donc
un spectacle qui est bien rodé, ben on sait, il va falloir tant de projecteurs qu'on va mettre à tel endroit, etc. Les rideaux, tout va bien. Puis il y a des spectacles, on verra un petit peu au dernier moment quand ils vont venir. On va être bon. On le prépare presque un an à l'avance, où on rencontre des compagnies. On a des premiers contacts pendant le festival, là, pour l'année prochaine, la plupart du temps. Ensuite, nous, on a un travail d'accompagnement des compagnies à l'année. Donc, on les rencontre quand ils viennent chez nous en résidence faire des moments de création et on voit déjà les premiers aspects techniques, là où ça va falloir trouver des solutions, quoi. Donc, et puis après, il y a les compagnies que j'ai jamais vues et que j'ai en contact téléphonique, des fiches techniques, des plans. Et moi, je note tout parce que j'ai 28 compagnies à gérer là sur le festival. Donc, si je note pas, j'oublie. Et surtout quand je ne connais pas. Je pense que la planche, faut qu'elle aille un peu plus. Elle est un peu trop par ici, la planche. Tu tiens l'échelle. Attends, il faut que je tire la planche vers moi. Tiens l'échelle 2 secondes, je vais la pousser. Ouais. Pour que ton pied il ait bien la place de descendre quand tu vas relever. Merci pour ça. Sinon, ça Donc fait on prépare tout ce qui est palpable, on le prépare et on le fige. Et tout ce qui est glissant, ben, on met des options, on dit ce sera peut-être comme ça, peut-être comme ça. Et je dirais que mon travail demande beaucoup de rigueur, de rigueur et de souplesse en même temps. Et donc plus le canevas et le plan est précis, plus on va pouvoir le remettre en question à toute minute parce que c'est le spectacle vivant. Donc voilà. Mais c'est beaucoup d'échanges évidemment techniques, mais c'est pas que de la technique, c'est de la logistique parce que le Festival d'Avignon, on voit pas tout, mais c'est aussi la gestion de foule. La buvette, là on est dans un parc public, donc il faut demander à la mairie de pouvoir l'occuper de façon privative pendant un certain temps. Il faut des arrêtés auprès de la mairie pour bloquer les camions, savoir à quelle heure ils peuvent rentrer et sortir, répartir les acteurs dans les loges, enfin ça comprend, du fait de mon poste de régie générale, ça touche un peu tous les domaines. Moi je suis en lien avec la billetterie aussi, un spectacle, un événement unique, est-ce qu'on fait des billets numérotés, pas numérotés, voilà. Donc de mon point de vue c'est complètement général sur tous les domaines et ça peut être grosso modo un an d'attention, sinon de préparation mais un an d'attention quoi. On va essayer ce soir, peut-être qu'il faudrait l'incliner un peu plus sur le plafond, mais c'est quand même bien. Et tu sais, il l'a testé? Non, il faut le tester ce soir. En fait notre problème c'est que les pigeons squattent là. Et on se retrouve avec nos projecteurs remplis de fientes de pigeons, donc on a mis tout un... Et voilà, et la fiente de pigeon, une fois chauffée par un projecteur de 1000 watts, quand on allume le soir, ça sent mauvais. On a des détails qui sortent complètement du cadre du théâtre, quoi. Lutter contre les pigeons, quoi. Il est indispensable d'avoir une régie générale dans un lieu. Sur le festival, on est une trentaine de salariés. Avec une dizaine de personnes à la technique et une dizaine de personnes sur la billetterie, sans compter les bureaux. Et donc une trentaine de salariés dans le théâtre pour le festival, ça demande une organisation quasi militaire. C'est-à-dire qu'il faut chaque chose à sa place, et chaque personne à sa place avec sa responsabilité et bien assumer. D'où la nécessité d'un régisseur général. Absolument, bien assumer ses responsabilités du régisseur général qui n'est pas un chef de troupe ou qui n'est pas un général en chef, mais parce que c'est le spectacle vivant, parce qu'il y a cet aspect humain qui est essentiel et que la bonne relation, la dynamique, l'énergie font partie aussi du travail du régisseur général. Exactement, d'établir des plannings et de les faire respecter tout en répondant aux demandes des artistes, oui, c'est ça, des autres équipes et en trouvant des solutions en permanence. Oui, le régisseur général doit être très proche aussi de ses équipes. Absolument. Et quand on parle du régisseur général, on peut aussi décliner cela au niveau du régisseur plateau, du régisseur lumière, du régisseur son, etc., etc., etc.
Thomas, tu te mets en place? Donc moi, normalement, je fais la direction technique, donc j'ai fait toutes les préparations. Donc là, le projet, c'est de faire plus rien pendant le festival et de faire du dépannage s'il y a un truc qui manque quelque part, si voilà, on a des problèmes de clim et qu'il faut intervenir. Enfin voilà, aussi il y a des fois aussi des incompréhensions avec le régisseur général et la compagnie, ou c'est un petit litige où c'est moi qui reprends la main, qui appelle la compagnie et qui gère pour que tout le monde soit d'accord et que ça se passe bien. Et puis après, pour les régisseurs généraux qui sont dans les salles, eux, c'est du quotidien de faire du montage, démontage, d'accueillir les compagnies, de faire entrer le public. C'est vraiment gérer au quotidien ce temps-là de vie des compagnies dans les lieux. Donc c'est un peu rébarbatif, puisque ça dure 3 semaines et demie. Mais c'est chouette, parce que c'est aussi l'occasion de tisser des liens, d'avoir des rencontres chouettes. Donc c'est parfois des conflits. Il faut gérer aussi les caractères de chacun, parce que c'est un temps qui est long, en fait. C'est fatigant sur la durée de la répétition. Pendant le festival, là, sur les 3 salles, j'ai 6 régisseurs plateau, une directrice technique et j'ai 10 stagiaires, que pour la régie. Alors, ça fait du monde. Ouais, mais du coup, ça permet, voilà, c'est pour ça qu'on doit peu brasser des décors. Je mets les paires de bras qu'il faut, je dirais, au plateau pour que, bien qu'on se donne des délais un peu serrés, ben, c'est pas aux comédiens, aux équipes de tout brasser eux. Ils ont une grosse assistance technique de mes équipes au plateau. L'anxiété, elle est plutôt en général sur quand on commence à prendre des paris fous, comme ce que je fais moi à Loul avec des décors de dingue à toutes les séances. C'est plutôt la logistique décor, c'est le Tetris pour comment on les range, c'est arriver à monter, démonter dans les clous. Ces petites tensions-là qui sont des fois un peu chaudes au début, quand on n'est pas sûr que ça va le faire, mais voilà. Moi, du fait de mon poste de supervision, mon quotidien, comme je disais, à partir de maintenant, c'est de passer, de vérifier que tout roule aussi bien que hier et aussi bien que demain. Après, chacun a son poste et en fait, c'est drôle parce qu'on voit que petit à petit, des gestes qui étaient maladroits ou des situations qui étaient difficiles au début se calent. Et il y a même un moment où j'ai cette sensation que ça ne m'appartient plus. Un peu comme quand on a un enfant, on en est responsable et puis quand il est grand, il y a un jour et il part tout seul avec ses copains boire des coups ou en voyage et à ce moment-là, ça nous appartient plus. Et moi, ça y est, ça c'est les 2-3 jours où ça m'appartient plus, où chaque régisseur, je les vois passer, ils font leur truc, chacun sait qu'à 2h12, il branche un truc, à 2h27, il le débranche. Et donc, c'est une mécanique, c'est vraiment comme un bateau ou, je sais pas, un gros camion qui se met en route. Et une fois qu'il est en route, il y a une inertie qui fait que ça roule tout seul et que chaque rouage, voilà. Donc, le quotidien, il n'y a pas un quotidien unique. Il y a les équipes du matin qui ouvrent, ceux qui ratissent le parc, ceux peut-être que vous verrez qui ouvrent le gradin, qui préparent la scène. Certains s'en vont quand d'autres arrivent. J'ai des régisseurs qui se connaissent très bien mais qui se voient jamais parce qu'il y en a qui font le matin, d'autres le soir. Et voilà, et au bout d'un moment, on rentre dans une routine en fait, quoi. Et la deuxième phase de l'exercice, c'est de tenir bon jusqu'à la fin et d'être avec le même niveau de qualité, d'exigence, de rigueur, voilà. Mais d'expérience, ça doit faire 20 ans que je fais le festival, c'est toujours de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'on a des situations de panique au début, dont moi je sais d'expérience que d'ici une semaine ça ira et que dans 3 semaines on fera tous ça tranquillement en discutant, quoi. On a un autre souci. Il y a une autre rondelle qui a disparu. Merci d'avoir réglé celui-là déjà. Mais il y a quand même quelqu'un. En fait, il faut trouver un système pour que ça tienne, quoi. Parce que quand ils vont ouvrir le rideau, ça va se barrer. Donc on avait vissé une rondelle avec un... Mais on peut mettre autre chose, hein. Ouais. Ce qui est bien, c'est d'avoir un deuxième crochet comme ça. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Bah ça peut-être qu'on... un double crochet, non, c'est pour ça. On avait bricolé un truc, franchement, il suffit d'une rondelle et d'un boulon. Et puis... Les difficultés, il y a toutes sortes, je ne vais pas pouvoir tout expliquer, mais par exemple les décors, un spectacle qui est en création, là on a une grosse création qui joue l'après-midi. Le décor, il a été en construction pendant peut-être 4 ou 6 mois, et moi j'étais en lien avec le scénographe
quasiment toutes les semaines. Donc au début, il m'annonce un décor grand comme ça, 5 mètres par 1, donc je lui dis bah non, ça va pas rentrer, ou ça rentrera en scène, mais on pourra pas le démiser ensuite et le mettre dans la partie décor. Donc le gars, il revoit la taille de son décor, et puis après, je lui propose de pouvoir le plier en deux, de faire des systèmes de démontage, etc. Donc ça, c'est des aléas, la taille des décors, ça peut devenir problématique. Ou si on se met d'accord avec une compagnie sur un nombre de projecteurs, et puis qu'ils en amènent plus que ce qui est prévu. Donc moi, mon rôle, c'est de leur dire, je t'ai dit OK pour 20 projecteurs, je dis n'importe quoi, t'en amènes 30, il y en a 10 que tu vas laisser dans ton camion, quoi. Voilà, les difficultés. En fait, mon boulot, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficultés, que tout soit prévu. Et c'est pour ça que ça me stresse encore plus quand il y a un problème, c'est que je me dis que soit je me suis mal préparé, ce qui n'est jamais le cas, bien sûr. Non, soit, après, il y a les aléas, quoi, voilà. Je sais pas si tu vois, j'ai un projo cassé, là, qui s'est ouvert. Je reviens. Dans la préparation, parfois il y a une incompréhension en fait qu'il y a eu si on sait pas, enfin comme voilà toute relation humaine où il y a pas, on n'a pas compris en fait que là oui il fallait apporter tel type de matériel, qu'il fallait l'apporter dans tel état, tout ça. Donc on peut avoir des gens qui viennent avec du matériel en très mauvais état, donc on est obligé de refuser parce que c'est dangereux. Des gens qui sont venus sans ce qu'il fallait pour installer tout leur décor et tout ça, donc il faut gérer en urgence l'achat de ce matériel ou trouver le matériel en urgence. Donc c'est plutôt vraiment le montage de la préparation à ce moment-là où il peut y avoir un peu du conflit, des gens qui sont pas très bien préparés ou des clims qui tombent en panne. En ce moment, il paraît qu'il y en a. Ouais, ok. Un peu plus quoi, tu veux qu'il lève le nez? Vas-y. Peut-être que c'est de toute façon souvent l'être humain aussi, parce qu'on prévoit tout, les machines elles font ce qu'on leur dit de faire, puis après il y a les êtres humains. Donc parfois, là on a un spectacle où il y a un comédien qui est parti à l'hôpital 3 semaines avant le festival. Donc la première réaction, c'est de dire on annule le spectacle puisqu'il n'y a plus de comédien. Et puis finalement, le metteur en scène a trouvé un comédien qui a relevé le défi d'apprendre le texte et d'apprendre tout le spectacle en 3 semaines. Donc ça, c'est une difficulté. Moi, en tant que régisseur général, j'ai pas la main là-dessus, personne n'a la main là-dessus. Et il y a que le comédien qui a dit allez, je le fais. Donc les premières, il était complètement désespéré à se dire j'y arriverai pas. On a fait des premières représentations avec une souffleuse au premier rang pour dire le texte parce que c'est inhumain de faire ça, quoi. Mais du coup, maintenant, il y arrive. Donc c'est satisfaisant, j'espère que ça va être un beau succès. Donc voilà, c'est les aléas, on se prépare au maximum, comme une fête ou un mariage, j'imagine. On prépare tout, et puis après, il y a tout ce qui passe à côté des préparations, c'est ça les problèmes. Après, il peut y avoir des problèmes plus... Par exemple, on utilise beaucoup d'électricité, donc on a un œil sur les puissances, on est en lien avec EDF, parce que une catastrophe qui pourrait arriver, je suis trop loin du bois, je peux pas toucher de bois, mais par exemple, ce serait qu'un des gros disjoncteurs nous lâche. Nous, on a eu ça déjà en amont, donc c'est bon, j'ai changé mes disjoncteurs. Mais il y a des trucs vraiment fondamentaux, où parfois il n'y a plus Internet, parce qu'on est 500 000 à tirer Internet sur Avignon. Donc je sais pas, eux de leur côté, les SFR et Bouygues et autres, est-ce qu'ils gèrent le débit, mais si d'un seul coup il n'y a plus Internet, il n'y a plus de billetterie, il n'y a plus de liens techniques, de mails, etc. Voilà, donc peut y avoir plein de causes, ou la buvette qui s'est pas fait livrer ses courses ce matin, donc elle a plus d'eau gazeuse. C'est des trucs, c'est vraiment très varié, quoi. Tous les ans, j'ai le souhait pour l'année prochaine que ce soit mieux organisé. Et tous les ans, je m'organise mieux. J'ai l'impression que d'année en année, on est toujours mieux organisé, de mieux répartir les équipes techniques. Et alors, chaque année, on se dit « Ah, ça, faut que je le note pour l'année prochaine, faut plus qu'on fasse ça comme ça marche pas. » Même comment on gère les foules dans le parc. Des fois, j'ai des fils tendus, des barrières. Des fois, on dispose autrement parce qu'on se dit l'année dernière, ça faisait un bouchon, etc. Les compagnies qui s'installent trop tard, j'essaye de leur dire de venir plus tôt. Donc on essaie d'avoir plus de temps, d'avoir des choses qui s'imbriquent mieux les unes dans les autres, etc.
Moi, j'ai le souhait que la cadence de travail n'augmente pas parce qu'on est déjà bien. J'ai la chance d'être dans un théâtre où il y a une ligne artistique précise. On a des moments de changement de plateau humain. Il y a 1 heure entre chaque spectacle parce qu'on s'impose ça. On n'est pas des loueurs de salle ou voilà, vas-y comme je te pousse. Mais pour les années futures, que ce soit aussi bien et mieux. Mais toi, t'es un adaptateur ou il est déjà monté comme ça dans le câble? Bah, je viens te voir. T'es au plateau ou t'es en régie? D'accord, je viens te voir au plateau. À tout de suite. Bah, pour les prochains festivals, ce serait de résoudre en fait les difficultés qu'on a rencontrées pour qu'on se retrouve confronté à des nouvelles difficultés qu'on n'avait encore jamais rencontrées. Parce qu'il y en a toujours. Non, mais c'est vraiment l'idée, c'est de s'améliorer. Et là où il y a eu un souci, de pouvoir l'anticiper pour qu'on l'ait plus. Et donc d'être plus vigilant sur certains aspects qui reviennent. Les temps de montage très très courts, ce genre de choses. Vous allez où avec? On va au bureau, ah mais là, parce que moi je vous ai demandé hier, on m'a dit que j'ai comme Est-ce que tu peux envoyer le... Concernant l'avenir, si effectivement le nombre de spectacles devait encore grimper, ce serait que d'un seul coup, au niveau du Grand Avignon, on puisse, d'un point de vue de la politique culturelle, envisager d'associer plusieurs agglomérations autour d'Avignon, avec Avignon, pas autour, avec Avignon, et qu'on puisse comme ça offrir d'un point de vue public des lieux mis à disposition des compagnies et des artistes, avec une sorte d'aide technique peut-être, et qui permettent une irrigation du territoire beaucoup plus large. Alors évidemment, ça c'est une vision à peut-être 10 ans, 20 ans, j'en sais rien, mais évidemment ça nécessite de réfléchir au transport, ça nécessite de réfléchir à l'accueil, etc. Mais je verrais une perspective de cet ordre-là. On devrait pouvoir vivre assez paisiblement ce festival et éviter l'engorgement. Le festival d'Avignon, c'est pour l'instant une principauté en juillet, tout à coup ça s'ouvre, mais c'est pas à la hauteur de cette grande cité du théâtre, de soutien à l'art vivant que ça pourrait être. Et je crois qu'on ne mesure pas assez. Le festival offre, rien que le offre, c'est 48 millions d'euros de retombées sur la ville en économie, c'est énorme, au mois de juillet, retombées directes. On ne mesure pas assez que ce festival n'est pas immortel. Il faut travailler à le rendre aimable, à le solidifier, et pour ça, ça ne pourra pas passer que par des initiatives qu'on va prendre pour le mois de juillet. Ça passera forcément par une construction, une espèce d'architecture qui prendra la ville, qui consacrera la ville toute l'année au théâtre. C'est cette phrase d'Eric von Stroheim qui disait « Lui, je suis l'acteur que vous adorerez détester ». Je crois que le Festival d'Avignon, pour l'instant, est le festival qu'on adore détester. Ça peut être la cause de sa mort future. C'est qu'à un moment donné, on finisse par plus le détester que adorer le détester. Et pour ça, eh bien, il faut qu'il se rende aimable le reste de l'année. C'est une chance inouïe qui nous arrive tous, on en a conscience, d'avoir un lieu qui en un mois a fait son modèle économique de l'année. Et de cette chance-là, il faut que petit à petit, elle devienne contagieuse, cette chance. Il faut qu'on soit dans une empathie, un écosystème toute l'année avec ce marché de l'art vivant, pour que ça devienne une vraie cohérence, ce festival d'Avignon, pour que ce soit un accouchement en juillet d'un travail qui a commencé en septembre, qui se termine en juin, et que tout à coup il y a une libération en juillet, qui est juste le fruit de la cohérence de tout ce qu'on aura fait toute l'année. Ça n'existe pas ou très peu pour quelques compagnies, pour quelques Avignonnais qui sont là à l'année, mais c'est une exception, il faut que ça devienne la règle.